Salut à tous. Aujourd'hui on va s'occuper du DTS XD10 donc, qui est un player principalement de son, mais il faut savoir aussi qu'il pouvait faire de l'image, destiné à être monté donc, dans les salles de projection donc pour faire du son DTS, donc avec pas mal de canaux. Vite fait, il dispose d'un écran, d'un pad pour naviguer à l'intérieur. Il y a un port USB pour ingester les médias, il y a pas mal de LED aussi dessus, un truc pour la télécommande, infrarouge que je n'ai pas d'ailleurs, et deux lecteurs DVD en façade, des lecteurs DVD classiques, hein, et donc avec un bouton power devant. Voilà, ça c'est pour la façade avant. L'énorme avantage de ce truc là, c'est qu'évidemment il y avait des capteurs qui se plaçaient sur le projecteur pour contrôler, avec le timecode qui arrivait directement pour pouvoir synchroniser les pistes son avec. Capteurs que je n'ai pas, parce qu'ils sont restés sur le projecteur, hein. Celui-ci était dans une salle privée. Là on voit les sorties avec les canaux audio. Donc il y en a deux, hein. Il y a une sortie analogique et une sortie digitale. Apparemment on pouvait rajouter des cartes d'extension, on verra tout à l'heure à l'intérieur pour rajouter des features. Et évidemment, on voit ici sur cette petite carte qu'est-ce qui a été coché, à quoi il était fourni. Là, vous reconnaissez à peu près ce que c'est, hein. C'est l'arrière d'une carte mère on ne peut plus classique. Le passage ici, c'est l'arrière d'une alimentation de PC on ne peut plus classique. Et sur le côté, évidemment, ça sent un peu les cartes PCI vidéo, hein. Donc avec l'entrée du timecode et la carte de sortie vidéo avec du DVI, du VGA, et une carte à côté avec de la sortie vidéo en RCA. Donc voilà, au niveau de la taille, c'est à peu près grand comme une tour, hein. C'est juste qu'en fait c'est une tour horizontale et elle est rackable, donc voilà, c'est un peu le seul avantage qu'elle a. Sur le côté de la ventilation, et voilà, une finition métallique vraiment assez impressionnante. C'est un beau bousin. Alors en fait ce qu'on va faire maintenant, c'est juste on va le brancher, on va montrer un peu comment il fonctionne. Et c'est flou, voilà. Donc là ça confirme assez vite ce qu'on pensait, hein, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'en gros ça va être un PC on ne peut plus classique à l'intérieur. Alors ça c'est le disque d'origine, hein, donc je précise, je n'ai rien changé sur celui-là. En revanche, j'ai cloné ce disque, j'ai changé le mot de passe-route et je me suis logué juste pour voir et tout, et c'est assez rigolo parce qu'il y a des outils pour développer à l'intérieur en fait. Donc apparemment on pouvait développer des applications pour cette machine-là, ce qui somme toute devait se révéler assez classique, hein, parce qu'encore une fois je rappelle, c'est un PC. Au niveau des composants, ça date à peu près de 2002-2003 je crois. Je sais absolument pas c'est quoi le processeur qu'il y a dedans, mais d'ailleurs j'ai pas pensé à regarder, tiens. Mais voilà, on en verra un peu plus tout à l'heure. Il y a encore des fichiers dedans, mais c'est dans un format assez chelou, c'est compressé et j'arrive pas à le lire, j'arrive pas à le décompresser pour le moment. Dommage, ça aurait pu être marrant, hein, parce qu'il reste des bandes sonores du film. Voilà, parce qu'on l'a éteint à l'arrache, il a fait une vérification. Ah bah c'est un CD-ROM. Parce qu'on l'a éteint à l'arrache, il fait une vérification, il redémarre. Brève apparition de Fedora. On s'en merde. On voit en bas il y a marqué Starting DTS Load, donc ça c'est un de leurs programmes custom, et donc juste en dessous là il y a une série d'exa, c'est pour contrôler l'écran en fait. Donc là il y a une fausse interface graphique qui se lance en fait, parce que voilà, on peut rester des heures comme ça et il se fera plus jamais rien. Et là j'ai pas de télé sous la main, mais si j'appuyais sur Enter, on aurait un prompt avec voilà, entrez votre login et votre mot de passe. Donc voilà, je vais refaire maintenant exactement la même séquence, mais en filmant le petit écran qu'il y a là, hein. Alors peut-être ouais, juste avant, je vais faire juste naviguer un tout petit peu dans les menus, hein. Donc on peut naviguer assez facilement dans les menus. Donc là ça veut dire qu'il est prêt. La dernière langue qui a été sélectionnée pour la bande son, c'est la dernière en date, donc ça va pas changer. Dans lecture, on a tout un système de playlist avec différents modes de lecture en fait. Là on peut choisir la langue, donc par exemple si on modifie sur anglais et qu'on quitte et qu'on revient, c'est devenu anglais. Voilà, lecture CSS, alors ça c'est pour les sous-titres, je vais vous montrer parce qu'en fait ce truc là est couplé à un projecteur de sous-titres fabriqué aussi par DTS. Je vais vous le montrer vite fait juste après parce qu'il est assez puissant. Donc voilà, il y a différents réglages pour le processeur, pour le projecteur. Là j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et ça c'est le menu dans lequel on peut voir les contenus qu'il y a, que je ne vais pas vous montrer parce que quelques trucs peuvent être encore sous licence et j'ai pas envie de me faire cramer, voilà.
Là voilà, on peut régler l'offset donc pour le timecode qui arrive directement du projecteur. On a accès à différents tests, dont des tests audio en fait, donc voilà, on peut mettre du bruit sur différents canaux, soit aussi la vidéo, voilà. Donc en fait on a différents contenus, on a une image fixe qui est juste une mire, et on a une vidéo dans l'image mobile qui est juste une vidéo d'un mec qui joue du piano. C'était vraiment quelque chose de pas mal pour la transition en fait entre le numérique et entre l'argentique et le numérique. Ils ont bien bossé leur truc et c'est assez beau d'ailleurs, vous allez voir à l'intérieur tout à l'heure, c'est une belle machine. Au niveau des détails, donc les médias ça s'ingeste directement avec des DVD en fait, donc suivant la longueur des films et les versions des bandes son, il y a un DVD pour un film d'1h30, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 DVD pour d'autres films. Donc on met les DVD en fait directement dedans et en fait ça ingeste les médias et ça les stocke sur le disque dur, parce qu'il y a un disque dur de 160 Go dedans, si ma mémoire est bonne, ou 120 je sais plus. Je vais vous montrer vite fait le projecteur à sous-titres. Alors voilà la bête donc, qui est censée être placée juste à côté du projecteur dans la salle de projection, afin de projeter en même temps qu'un film sur pellicule les sous-titres. Donc on note la méga lentille devant. Il est fabriqué par DTS, c'est un DLP avec une matrice HD en 1024-768. Il prend du VGA en entrée en fait. Il y a un connecteur série dessus, un connecteur USB, un autre emplacement pour la LED de réception de la télécommande. Évidemment, c'est une prise secteur on ne peut plus classique. Alors, faut savoir qu'il n'est pas couleur. Ça m'a assez surpris d'ailleurs quand je l'ai démarré la première fois. Il a une matrice donc HD noir et blanc avec 8 niveaux de gris. Voilà, donc très clairement, si vous voulez vous en servir pour projeter des films, vous pouvez oublier tout de suite, c'est absolument dégueulasse. Par contre, pour tout ce qui est texte et figures géométriques simples, ça marche très très bien. Alors je vais pas retirer la lampe parce que j'avoue que je l'ai jamais fait et j'ai pas trop envie de le péter parce que ce truc-là il m'est bien utile quand même. Mais donc voilà la taille qui est faite. Donc c'est une grosse lampe, hein. Il est bien puissant comme truc. Je connais pas la luminosité exacte en lumens, mais à mon avis ça doit être au-dessus de 8000, je pense. Voilà, vu comment il est puissant, très clairement si je m'en sers la nuit, je peux projeter une image de 40 mètres de large à une distance de 80 mètres à peu près. Et aucun problème pour faire les mises au point, je peux même aller plus loin si j'ai envie. Une fois on a projeté sur des arbres très très loin, à une centaine de mètres, ça marchait toujours très bien. Donc voilà, c'est une belle bête et donc je m'en sers pour faire des trucs assez rigolos. Et donc c'était vendu avec, voilà, il est censé être placé à l'envers comme ça et fixé donc juste à côté du projecteur pour projeter les sous-titres en même temps. C'était la petite curiosité, mais maintenant on va passer au vif du sujet. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je referai sans doute une vidéo sur le projecteur pour vous montrer un peu de quoi il est capable. On va commencer directement avec le démontage. 1. C'est beau. 2. C'est un PC. Et effectivement, c'est un PC. Alors, on reconnaît tout de suite là vite fait une alimentation ATX, hein, tout ce qui est plus classique avec le câblage et tout. Là évidemment il y a les 2 lecteurs DVD, en dessous il y a le disque dur IDE, hein. Je vous rappelle que ce truc est sorti en 2003 ou 2004 je crois, donc c'est quand même assez vieux. Là il y a ce qui semble être des cartes d'extension, donc celles-là en fait elles sont directement reliées aux sorties digitales et analogiques qu'on a vu pour le son tout à l'heure. Pardon. En dessous, si on est plus malin que moi, déjà on peut voir le connecteur d'alimentation de la carte mère ATX, mais on peut aussi voir le ventilateur du CPU qui est juste là, donc le CPU qui je le rappelle est dans le Celeron, hein. Et ici on a les 3 cartes PCI pour la vidéo. Alors on note que évidemment tout ça est énormément câblé et c'est la chose qui m'a frappé quand je l'ai démonté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les simples NAP IDE comme ça qui connectent les disques durs et les lecteurs de CD, hein. Au niveau de l'écran, il y a une nappe par exemple qui va directement sur une carte PCI juste là, et il y a une nappe qui part de la carte PCI et qui va sur la carte de sortie de son analogique. Pareil pour cette carte qui fait la sortie de son digital, qui a une nappe qui va directement sur une des cartes PCI. Il y a même un pont de carte PCI à carte PCI, c'est assez ouf comme truc. Et enfin, il y a des nappes de câbles donc, qui vont directement des ports réservés pour le contrôle à distance et l'automation sur les cartes PCI en fait en général. Voilà, donc il y a vraiment un très gros travail de développement et c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est assez beau
comme truc. J'avoue que j'avais jamais encore démonté un truc aussi stylé. Donc ce que je propose là, c'est de retirer les cartes PCI un peu pour aller voir vite fait comment ça fait en détail en fait. Alors là par contre c'est l'heure de prendre des photos en détail pour savoir qu'est-ce qui est branché à quoi, parce que je compte pas me servir de ma mémoire après pour remonter tout ça. Alors, donc c'est parti, on va retirer du câble. En fait, ce que j'irais bien chercher, c'est du gaffeur et un marqueur pour marquer les différents câbles, les différents endroits où ça va. J'ai également ramené un petit morceau de péloche, donc d'un tirage qui était avec du DTS, donc le film pour lequel cette machine a été achetée en fait. Tout à l'heure vite fait comment ça se comporte sur la bande. Ça sert à rien que je filme ça en fait. Bon, ben voilà. Alors après on a mis absolument partout, j'ai tout gaffé. Bon, sauf les lapideux, parce que bon, c'est un peu la base. On va pouvoir commencer à démonter des trucs. Donc alors en fait je vais le pousser un peu juste là, pour mettre des trucs intéressants ici. On va commencer par enlever les nappes en fait, pour la simple et bonne raison que ça coûte la peau des couilles. Alors les nappes IDE étaient collées en fait du côté de la carte mère, c'est assez rigolo. On va enlever celle du disque dur parce que c'est pas trop la peine. Le bridge carte à carte. On va pouvoir retirer une première carte PCI. En voilà une. Voilà. Une marque que je ne connais pas. Pas vraiment d'identification dessus. Pas mal de chips Atmel dessus. Hein. Il y a un chip Lattice qui a été. On a recollé un truc dessus qui marquait Q35. Voilà, après. Je suis définitivement pas un dieu d'électronique, donc les identifier au premier coup comme ça, c'est pas possible. Il y a du Philips aussi quand même dessus. Donc ça c'est la carte qui a une espèce de sortie série et deux sorties RCA. Donc voilà. Alors la deuxième est connectée à la troisième, un espèce de long bridge que j'identifie pas trop comme ça au premier abord, j'avoue. Alors celle-là elle sort du DVI et du VGA et elle est signée DTS. Le processeur il est marqué Sigma Design dessus, un truc que je ne connais pas. Il y a de la VRAM ici, bon ça a l'air d'être une carte graphique, tout ce qu'il y a de plus standard. Il y a un deuxième port RCA ici, hein, il y a marqué SPDIF in-out, voilà, copyright 2004, hein, donc on a la date. Et sinon c'est à peu près tout. Alors il y a des petits machins notés sur le port justement qui était connecté là à l'autre carte. Il y a du TXD, du RXD, pas mal de ports numérotés de P107, 109, 108, etc. de manière symétrique. Un port avec marqué DCR et DCD, un port avec marqué CTS et DTR. L'autre un port pour communiquer, une espèce de GPIO pour communiquer. Donc celle-là qui a du SPDIF in et out. Qui était donc connecté, je le rappelle, à la deuxième carte précédente, à deux autres cartes qui étaient les cartes qui s'occupent des sorties digitales et analogiques. Et donc là, on note une architecture qui est grandement similaire à celle-là en fait, ce qui paraît logique vu qu'on avait exactement le même type de sortie. Mais on voit qu'il y aurait pu avoir de la place pour du serial mais qu'ils n'ont pas mis, je sais pas pourquoi. Il y a quasiment le même processeur dessus, il y a quasiment le même agencement avec des chips à côté que je soupçonne d'être de la RAM ou quelque chose comme ça. Par contre, il n'y a pas la seconde partie avec les chips Atmel. Ça s'arrête là en fait. Et les chips Atmel qu'il y a là, le Lattice qui est là, pareil, il n'est pas présent. Mais sinon, c'est assez similaire en fait, je veux dire. J'ai comparé les référents, mais il s'agit exactement des mêmes puces, là et là. Et les composants qu'on soupçonnait de la RAM ici, là, ou quelque chose comme ça, ou du buffer, ou je sais pas trop quoi, sont exactement les mêmes aussi. Je ferai des photos détaillées des cartes évidemment avant de... voilà, à noter qu'il y a un truc en plus là qui a l'air d'être de la même marque que celui-là. Pareil comme ça, c'est un peu obscur. Cette carte là, elle est signée DTS, donc elle est pareil, copyright DTS 2004. Celle-là, à moins que j'ai mis du gaffe à l'endroit où c'était marqué, celle-là c'est marqué à aucun endroit en fait. Même sur les trucs de contrôle de qualité et tout, c'est pas marqué. Donc celle-là, je ne sais même pas si c'est eux qui l'ont fait. Je pense que oui, mais c'est pas dit. Là, on va passer aux cartes de sortie de son. Donc on va commencer par la carte de sortie digitale. En dessous, il y a de la place effectivement pour raquer une autre carte, effectivement qui était prévue pour avoir une sortie digitale de plus. Au passage, en dessous, on commence à avoir ce qui est une carte mère des plus banales. Hein. Alors, elle est connectée par deux ports en dessous, cette petite carte. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, c'est pas elle qui a la sortie digitale dessus. Ça doit juste être une carte d'extension en fait qui vient de greffer par-dessus. Là encore, n'étant pas expert, je ne peux pas vous dire ce que c'est. On notera juste la présence d'un quartz à 24,575 MHz ici. Et pour le reste, va falloir regarder les références, aller sur le net. A noter que les soudures ici sont simplement dégueulasses. C'est des protections autour des bobines qui ne sont pas fixées.
j'en chie. Ah. Donc voilà la carte avec les deux sorties digitales et analogiques. Au passage, les condensateurs, là c'était trop cher. Hein. Là il y a du Motorola dessus. Enfin il y en a un, il est juste là. J'ai l'impression que, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, hein, c'est que le signal il est pas du tout designé ici. Hein. Ça à mon avis c'est qu'une carte de filtrage, toujours signée par DTS évidemment, et alimentée par du Molex. Le démontage de toutes ces cartes a fini par révéler l'architecture intérieure. Et là on reconnaît bien une carte mère des années 2004 hein, avec le petit Celeron au milieu. Coucou. Un Northbridge ou un Southbridge, non un Southbridge Intel. Le Northbridge il est là. Donc voilà, je vais pas prendre le risque d'enlever le radiateur et la pâte thermique parce que voilà j'ai grave la flemme et que franchement j'ai pas que ça. Bonjour, je suis un condensateur gonflé. Bonjour, je suis son cousin. Et bah lui il fuit carrément. Bon bah j'ai bien fait de le démonter, hein. Grâce à vous, voilà, je vais pouvoir éliminer une panne potentielle. Alors on va juste regarder vite fait du côté de l'écran comment ça se passe. Alors oui je sais, vous allez voir ce tweet avant, mais en fait vous saurez que la photo elle a été prise maintenant. Bah ça ressemble à mon projet d'électronique de lycée en fait. Il y a deux chips Texas Instruments, le réseau de résistance. Ouais, c'est signé DTS. Mais bon, c'est fonctionnel, hein, et ça s'arrête là. Alors j'ai juste retiré le disque de l'écran pour voir. Enfin, ça paraît, je vais en chier pour le remonter. Hein. Je vais pas faire ça maintenant, mais bon, ça va être un peu comme tout ce que j'entreprends, je vais le laisser traîner dans des cartons et au final, je vais jamais le remonter. Ah bah bravo, Team 10, voilà. Bon, en même temps, c'est pas que j'en ai pas d'utilité, mais un peu si quand même. Je rappelle que c'est un truc qui est censé équiper des salles de cinéma pour passer du DTS, hein, donc c'est du son avec au moins 5 canaux. Ça peut aller jusqu'à 7, il me semble. Donc ça nécessite déjà d'avoir des fichiers sources. Ensuite, l'installation avec les amplis qui vont bien derrière. Et en plus, ça nécessite quand même de vouloir se passer des films en DTS. Pourquoi il y a toujours une vis qui fait chier? Merde. Bon alors j'ai réussi, mais je pense que j'ai quand même cramé une piste. Et puis on fera des ponts. Hein. Ah oui, alors c'est pas parce qu'on a retiré les boulons que le reste vient avec, d'accord. Donc c'est aussi fourbe que ça. Je suis pris d'une grande lassitude. Je ne sais pas d'où ça vient ça. Ah mais d'accord, je suis juste débile en fait. Soudé. Eh oui, soudé. Bon alors moi des écrans comme ça j'en ai déjà vu plein hein, personnellement pour les Arduino et des trucs comme ça et tout. C'est juste dommage que je puisse pas aller choper la référence derrière, mais d'ici je vois un espèce de cob tout pourri. Donc ce qui me confirme dans l'idée qu'effectivement c'est un écran avec une connexion série un peu plus basique. Le seul truc insolite finalement de cette carte, c'est le port USB qu'il y a dessus quoi. Je sais pas comment est-ce qu'ils se sont démerdés, là très clairement le port USB ça part direct, ah bah d'accord, en fait ça part direct à ce connecteur là, il part à la carte mère, ok ouais donc c'est juste un pont quoi. Bon, alors on va remettre la RAM, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de là comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura appris? Que malgré les condensateurs gonflés, ça marche toujours. Ça c'est un peu un exploit. Donc voilà, que mis à part les cartes assez spécifiques qu'on a là, ça reste un PC très classique, dans un châssis assez mignon. Donc je vais passer en détail sur les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Mais je vous ferai des photos, vous inquiétez pas. Voilà, donc là c'est la première carte, là c'est la deuxième carte, donc avec la sortie VGA et la sortie DVI, le connecteur qui va sur la troisième, le type principal, désolé c'est à l'envers, la vidéo RAM et un autre connecteur RCA, le tout signé DTS. Ça c'est la troisième carte, donc avec le connecteur qui vient de la deuxième, une architecture très semblable à la première, avec exactement le même chip, et là par contre ça diffère, là on a à nouveau des chips comme à côté du chip principal, alors que là on a du Atmel et ça part dans les ports de la connexion vers les cartes son. En parlant de carte son, voici donc tout d'abord juste la carte d'extension qu'il y avait au-dessus de la sortie digitale, signée DTS encore une fois, et voici la carte de sortie audio à proprement parler, avec les deux connecteurs. Donc un pour la sortie digitale et un pour la sortie analogique, toujours évidemment signé DTS. Voilà la carte avec l'écran. Et donc le pad pour naviguer. Alors oui je précise, je ne l'ai pas forcément spécifié, mais derrière les cartes, c'est pas super intéressant. En général elles sont pas beaucoup peuplées, hein. De toute façon c'est assez logique. Il y a un peu de condo de découplage, voilà, mais franchement ça s'arrête là. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire derrière.
Donc bah voilà, je referai sans doute une vidéo sur le Projo pour vous montrer un peu ce dont il est capable, si tant est que ma caméra puisse rendre quelque chose. Maintenant l'éclate, ça va être de tout remonter. Non, je déconne, hein, je pense que je vais pas le faire. Surtout en plus, au vu de l'état des composants des cartes mères, j'aurais l'air fin à remonter un truc qui durera même pas 10 mois et puis après qui me lâche. De toute façon, comme j'ai dit avant, je peux quasiment rien en faire en fait, parce que bon, à moins de construire un système avec 7 caissons de basse chez moi et un nombre incalculable d'enceintes à placer un peu autour, puis à racheter des amplis et tout, qui puissent faire un son de fifou. Ensuite, il faudrait que je trouve des films compatibles DTS. Alors vous me direz, oui, il y en a pas mal et tout, mais il faudrait aussi séparément de ces films que je trouve les bandes son au bon format pour la machine, que je les mette sur des DVD ou que j'achète les DVD s'ils sont déjà disponibles, que je les ingeste dans la machine en priant pour qu'il y ait assez de place et sinon je devrais supprimer des trucs et c'est pas drôle, que je bricole un truc pour récupérer le timecode de mes fichiers que je lis et que ensuite je les rebalance vers la machine en priant pour que ça marche et que lui me ressorte le bon son vers mon bricolage avec la sortie audio, et enfin que ça marche, voilà, et ça pour chaque film. Donc au final on aurait plus vite fait d'acheter un petit peu d'enceinte et de se faire son propre truc avec un ampli qu'on trouve dans le marché quoi, et puis voilà, et directement avec des Blu-ray ou des DVD qui sont compatibles DTS ou des trucs, je sais pas, je sais qu'il y en a. Donc voilà. Concernant la suite, moi j'essaierais bien de refaire fonctionner ce truc là quand même parce qu'il m'a l'air assez marrant. Après, comme vous avez pu le constater, donc c'est un truc au format rack, mais la carte mère, c'est une carte mère au format ATX. Pareil pour la lime, c'est un truc assez classique. Pareil pour le logement de lecteurs CD, DVD et tout. Donc je me demande en fait si je vais pas me construire un PC là-dedans en fait, parce que au final, surtout qu'avec ça, en plus, je pourrais afficher des informations rigolotes du genre la température du processeur et des boutons pour l'overclocker, je sais pas, enfin j'ai des conneries, mais peut-être que ça serait rigolo. Juste pour avoir un PC rackable, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, et puis c'est quand même une caisse assez insolite pour un PC. Voilà, maintenant je vais tout ranger, hein, ça va pas être drôle. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi et on voyage à moitié prix.